Ravi de vous retrouver pour cette émission hors série consacrée au trophée, aux cérémonies des héros. C'est un moment important pour toutes ces PME, ces ETI qui font vivre notre territoire, qui créent de l'emploi. On va les découvrir dans quelques instants. Héros avec ses 5 lettres. Et aujourd'hui, nous parlons de la lettre E comme engagement. Héros avec la lettre E, engagement, et je vous présente mes invités. Ce sont des invités, vous allez le découvrir, engagés pour la planète. Je vous présente Evelyne Barbereau. D'abord, je commence par vous parce que vous êtes la directrice générale du groupe GPA. Alors, gagnante du trophée engagement, donc la lettre E, mais en plus, vous avez gagné le prix spécial du jury. C'était un vote où 40% de ceux qui étaient dans la salle ont voté pour vous. Et probablement, on y reviendra dans quelques instants, ils ont été sensibles à la manière dont vous avez raconté l'histoire de votre entreprise et la manière dont elle a grandi, parce que c'est aujourd'hui une très belle ETI. On en parlera avec vous dans quelques instants. Anne Le Guenec, merci d'être là. Vous êtes directrice générale France Veolia, recyclage, valorisation des déchets. Là aussi, on est dans l'économie circulaire, le retraitement de nos déchets, donc du bon pour la planète. Et puis avec nous, vous avez souhaité qu'il soit avec nous d'ailleurs, Anne Le Guenec, jeune Persandard. Ravi de vous. Merci, madame. Voilà, c'est un vrai plaisir de vous accueillir, PDG du groupe Sphère. Pour le dire simplement, et on détaillera évidemment vos activités, vous êtes le leader européen du secteur emballage ménager. Pour synthétiser, 1500 collaborateurs avec des filiales un peu partout dans le monde. On peut aller jusque-là ? Europe de l'Ouest. Europe de l'Ouest uniquement. Merci d'être avec nous en tout cas, et on va parler évidemment de vos engagements respectifs. D'abord un petit mot, parce que je donne la parole à la lauréate, double prix hier soir. D'abord, comment vous expliquez le fait que vous ayez ce prix spécial ? Vous avez sensibilisé, vous avez touché le cœur du public, c'est ça ? Je ne sais pas. J'étais très surprise et très touchée d'avoir reçu ce prix. J'en suis ravie parce que pour nous, c'est une vraie récompense pour toute l'entreprise, pour les collaborateurs, notamment pour notre famille. C'est votre papa qui crée l'entreprise. Oui, c'est mon père et ma mère qui ont créé cette entreprise il y a 60 ans. Dans un champ, ils ont démarré, c'était la casse auto. C'était un métier qui a été longtemps dévalorisé, marginalisé. La casse auto, voilà. Un monde à part. C'était un monde à part, un peu un monde marginal. On a vraiment souffert de cette image. Et aujourd'hui, de recevoir ce prix, c'est vraiment une reconnaissance. Et surtout pour mes parents qui ne sont plus là, mais qui seraient heureux de voir cela. Vous l'avez dit sur scène, que vous leur rendiez hommage à travers ce prix, parce que c'est aussi leurs efforts. Juste un mot, et je donne la parole à mes deux autres invités, très engagés sur ces sujets. Quand votre papa crée cette entreprise à Livron-sur-Drôme, c'est bien ça, C'est ça. Région Rhône-Alpes, pas une seule fois, à cette époque, on évoque l'économie circulaire. Enfin, je veux dire, il fait de l'écologie, Oui. bon, enfin, il fait de la prose sans le savoir. Oui, effectivement, mais par contre, au niveau social, je pense qu'il avait déjà un rôle, parce qu'en fait, le fait de vendre de la pièce d'occasion, c'était une clientèle très modeste, qui venait démonter sur les parcs, et qui a permis à de nombreux automobilistes de réparer leur voiture à petit prix. Et de ne pas devoir faire un emprunt, pour le dire concrètement. Exactement, et de pouvoir continuer à aller au travail avec leur véhicule. Et donc, déjà, il y avait un rôle social. Un rôle social. Un rôle social. Un mot chacun sur cet engagement. Le mot engagement, ça veut dire quoi chez Veolia, dans le secteur dans lequel vous intervenez, où je pense que l'engagement est fort? Aujourd'hui, l'engagement, c'est complètement clé pour une entreprise comme la nôtre, mais on le voit pour toutes les entreprises. C'est clé parce que c'est un élément indispensable pour trouver et retenir les talents. Aujourd'hui, on ne vient pas travailler dans une entreprise juste pour gagner sa vie. On vient dans une entreprise pour avoir une vraie contribution à quelque chose de plus grand, un objectif, une ambition. Évidemment, pour nous, chez Veolia, c'est ressourcer le monde, c'est protéger la planète. Et c'est ça qui est valorisé. Parce que pour faire écho aux travaux de l'entreprise GPA, l'idée, c'est de récupérer des objets, du plastique, et puis de lui donner une seconde vie, voire une troisième. C'est ça, de la même façon que l'entreprise GPA vient du monde des ferrailleurs, toutes les entreprises du déchet viennent un petit peu du monde des chiffonniers, finalement. Sauf qu'on l'a fait évoluer vers un monde industriel. Et aujourd'hui, nous, chez Veolia RVD, on est producteurs de matières premières pour l'industrie. Alors justement, je me tourne vers vous parce que je vous vois regarder avec intérêt, évidemment, la directrice France de chez Veolia. Quelque part, vous êtes engagé depuis un certain temps sur ce chemin-là, aussi chez Sphère. Nous avons été un grand pollueur. Nous avons été, jusqu'à il y a 20 ans, un producteur de sacs, de films plastiques, mais alors on a produit... Qu'on a tous utilisé. Ah, oui, vraiment. Et puis, il y a 20 ans, je me suis dit, je crois qu'il faut changer
le système économique chez nous et s'orienter vers l'environnement qui est l'avenir. Il y a 20 ans. Il y a en 2002-2003. Donc aux prémices. 2005, je rachète Biotech en Allemagne, qui appartient à un groupe américain, 200 brevets, pas 1 kilo de produits vendus, qui vendait des matières premières biocompostables. Quand je suis retourné des États-Unis, mes collaborateurs ont pensé, soit c'est payer une danseuse, soit il a besoin d'une camisole de force. Donc en un mot, ils n'y croyaient pas, John. Personne n'y croyait. Il nous fait une folie. Alors j'ai eu quand même une chance folle. Il y a 2 braves députés de Bretagne, Delattre et Le Foll, qui, 6 mois après, dans la loi d'orientation agricole, passent un décret, une loi, disant que tous les sacs devraient être biocompostables. Ce qui est un peu une aberration, c'est un peu trop large, mais disons, ça donne une crédibilité. C'est la première étape. Et alors, tout d'un coup, dans ma société, tous mes collaborateurs, en fait, m'avaient poussé à racheter cette société. Et ça qui est merveilleux. Et ça donnait un élan. Et ça fait 20 ans maintenant que nous n'avons plus, ne sommes plus la société qui fabriquons des... on fabrique toujours ces sacs, mais nous sommes axés vers 2 axes. Les sacs biodégradables et les sacs recyclés. Et aujourd'hui... Avec des matériaux recyclés. Avec des matériaux recyclés. On a aussi des sacs à partir de matières végétales aussi. Mais le problème est qu'aujourd'hui, il y a encore des produits que nous ne pouvons pas faire en recyclé aujourd'hui, mais peut-être demain on pourra les faire. Les sacs congélation, les sacs fruits et légumes, c'est un peu difficile d'utiliser en recyclé. Mais aujourd'hui, le recyclé ne représente pas 20%. Représente 80% et 20% c'est du produit vierge encore. Donc on va vers l'abolition du sac principalement fait à partir de pétrole pour arriver vers des sacs soit recyclés 100%, soit, et c'est là où nous travaillons ensemble sur un avenir qui est identique. C'est une main tendue en tout cas. Et je crois que ce que disait Madame à juste titre, c'est que nous avons une équipe qui est totalement engagée chez nous, qui croit à un avenir, qui bâtit quelque chose, plutôt que simplement, comme auparavant, avoir des gimmicks pour faciliter la vie de nos clients, qui étaient sympathiques, et ça nous a rendu le numéro 1 européen des emballages ménagers. Mais néanmoins, je crois que l'avenir, pour eux, n'était pas là. 1500 collaborateurs. Là, aujourd'hui, vous avez 200 collaborateurs. Vous avez été salué, récompensé. C'est un honneur, on l'a évoqué. Où elle va, votre entreprise, maintenant? Parce que là, aujourd'hui, on nous dit bon, il faut faire du recyclé partout, il faut arrêter le pétrole. On voit la crise ukrainienne qui nous fait réfléchir à cette question de notre dépendance au gaz, mais aussi au pétrole. Et on nous dit qu'il ne faut plus rouler avec des voitures thermiques, critère 3, critère 4, qui seront interdites bientôt dans les villes, très bientôt. Déjà interdites en critère 4. On va vers quoi? Parce que vous êtes en relation avec des automobilistes qui roulent en thermique, qui veulent l'arbre à cames, qui veulent... Comment on fait là pour changer de modèle? Pour l'instant, il faut savoir que le parc français est quand même un parc très ancien, 10 et 11 ans. Donc aujourd'hui, il y a encore 1 million de véhicules hors d'usage en France. Donc cette année, on en a rentré à peu près pas loin de 24 000. Ces véhicules, donc il faut quand même les traiter. Donc ça, c'est notre objectif aujourd'hui. Donc on les traite, on les recycle, on donne une deuxième vie donc à la pièce. Attendez, on les désosse? On les désosse. On vient de construire une usine de démantèlement, en fait. C'est comme une usine de montage, de construction, mais là, c'est tout à l'envers, avec des chaînes de démontage, des retourneurs qui permettent à chaque collaborateur donc, de prélever les pièces dont on a besoin. Et ensuite, le véhicule donc, part à la matière. Il faut bien valoriser aussi la matière. Où on va s'adapter au fur et à mesure des contraintes. Ce qu'il faut, c'est préparer nos entreprises à tous les défis qui émergent, aux véhicules électriques, à tous ces sujets. Mais aujourd'hui, concrètement, c'est encore du véhicule thermique, bien sûr, que nous rentrons. Véhicule électrique, on en rentre, mais ça reste encore... Juste un mot sur le véhicule électrique, parce que ça, c'est un débat qui est posé aussi aux entrepreneurs qui ont des voitures, qui louent des véhicules, qui se posent des questions. On se dit, là, il y a un petit sujet sur le retraitement de nos fameuses batteries, puisqu'il y a déjà des véhicules électriques qui sont presque en fin de cycle. Ça aussi, vous l'intégrez, je dirais, dans votre chaîne de valeur et vous dites, on va être capable chez nous, GPA, de pouvoir traiter ces batteries où il faut les sous-traiter à des grands groupes comme Veolia, qui ont une ingénierie sur ces sujets. Alors, pour l'instant, c'est vrai que ce n'est pas des sujets on ne s'est pas emparé de tous ces sujets, on reste vraiment... focus sur votre métier, ouais. Voilà. Par contre, bien sûr, on est ouvert à toutes ces discussions, à tous ces projets, et je pense qu'effectivement, des entreprises comme Veolia vont pouvoir nous aider, Veolia ou peut-être d'autres, mais nous aider à mieux valoriser
c'est à mieux valoriser et à recycler les batteries. Evelyne, pour le dire cash, quand un véhicule électrique arrive dans un de vos sites, puisque vous n'avez pas qu'un seul, Aujourd'hui, on n'a qu'un seul. mais plus l'usine de démontage, qui est au même endroit. C'est au même endroit. Vous avez tout intégré sur le même site. Oui, sur 24 hectares. Aujourd'hui, nous avons notre site, nos parcs. Et avec une énergie verte, si j'ai bien compris. Oui. Non, il faut quand même le préciser. Oui, donc aujourd'hui, 4 hectares sont recouverts de 15 ombrières, donc 20 000 panneaux. On alimente en électricité les communes voisines de Livron et de Loriol, environ 15 000 foyers. Depuis janvier. Donc ça aussi, ça a été un partenariat avec le territoire. Ça, c'est vous qui l'avez porté, ça, c'est pas votre papa, ça. Alors ça, c'est nous. Ça, c'est vous, ça, c'est Evelyne. Voilà, Evelyne Barberon. Deuxième et troisième génération. Et ça, c'est vrai que c'est un partenariat vraiment gagnant-gagnant avec le territoire. Ça marque notre ancrage et c'est extrêmement important. Excusez-moi, en termes de business, côté Sphère, côté Veolia, il y a évidemment l'engagement sociétal, l'idée qu'une entreprise s'engage pour le bien de la planète, mais il y a aussi un enjeu de business. Est-ce qu'aujourd'hui, les consommateurs, vos clients, vos partenaires sont sensibles à cet engagement ? Alors, nous, on a vu le monde vraiment changer il y a 2 ou 3 ans avec tous les débats autour de l'urgence climatique. La prise de conscience, j'ai envie de dire, il y a longtemps qu'elle était là. Mais l'engagement des entreprises, et en particulier de l'industrie, pour aller incorporer de la matière recyclée ou utiliser de l'énergie verte, il est relativement récent. Il émerge 2019 avec cette urgence climatique et il se renforce de manière colossale avec la crise du Covid, puisque le Covid recrée un environnement dans lequel on se sent plus à l'aise dans des boucles courtes, dans un territoire, et puis malheureusement avec la guerre en Ukraine, puisque là aussi on se dit qu'une production locale, résiliente, durable, produite à partir de ce qu'on consomme au quotidien, eh bien c'est beaucoup plus sûr finalement que de s'exposer aux risques géopolitiques. John Persanda, pour le dire simplement, ceux qui n'auraient pas compris, vous nous dites, nous on a démarré en étant des pollueurs, et vous nous dites quand même que vous avez changé de modèle. Complètement. Là, vous êtes sur vous êtes très précurseur sur un certain nombre de choses. Vous faites du compost avec du biodégradable, Tout à fait. Origine France garantie. Enfin, je veux dire, en termes d'accueil de vos clients, ils se disent, je dirais il est sur la bonne voie ? On est sur la bonne voie, mais nous avons quand même un avantage, c'est que nous avons le politique, non pas seulement français, mais européen, qui a décidé d'impliquer les États dans un développement allant vers l'économie circulaire. Et par exemple, à partir du 1er janvier 2024, tous les déchets ménagers organiques devraient être collectés. Aujourd'hui, ces déchets, en partie, ils sont brûlés. Oui, c'est 80% c'est tout à d'eau, fait vrai. on brûle de l'eau. Oui. C'est un peu aberrant. Au prix du pétrole aujourd'hui, c'est un peu aberrant. Donc, nous avons une nécessité d'organiser une collecte, d'une part, de ces déchets organiques, deuxièmement, d'avoir des centres de compostage ou de méthanisation. Et ça, c'est en collaboration avec des sociétés comme Veolia, qui sont très... Deuxième main tendue, là, aujourd'hui, sur le plateau. C'est une deuxième main, vous n'avez que 2 mains à tendre. Absolument, absolument. Quand même, c'est pas si simple. À la campagne, je viens de la campagne, bon, on fait son compost, c'est plus facile. En ville... Pas aussi facile que ça, parce qu'à la campagne, j'ai demandé, et on m'a dit, mais pourquoi ne compostez-vous plus ? On me dit les rats. C'est Donc, vrai. il faudrait que la commune composte pour nous, parce que moi, les rats, j'en veux pas. Et donc, le compost est arrêté. Enfin, je parlais en ville, il faut avoir son petit sac. Une fois sur 2, on a des boucherons partout. Vous allez avoir, comme en Grande-Bretagne, comme en Italie, vous allez avoir une poubelle spéciale, elle est marron, dans lequel, en Espagne d'ailleurs... On met tous les déchets végétaux dans un sac biocompostable, et puis ça part en méthanisation ou en compostage industriel. Qu'est-ce qui vous reste encore à faire ? Parce qu'on a bien compris qu'il y avait des tas de choses. On industrialise, vous l'évoquiez tout à l'heure, les chiffonniers. Aujourd'hui, il suffit d'aller dans une usine Veolia de déchets, c'est totalement incroyable. On trie, on sépare. Vous confirmez qu'il y a combien ? 10 sortes de bouteilles plastiques ? Pour vous, c'est un cas... Non, mais il faut dire les choses. Il y a une dizaine de résines. C'est une hérésie, quand même. Mais il y a surtout une complexité tout au long de la chaîne. John évoquait la difficulté d'organiser la collecte séparative pour qu'on ait déjà un tri à la source, qui est une condition sine qua non à notre capacité à trier, recycler, remettre sur le marché des matières qui sont vraiment
utilisables par les industriels. Et puis ensuite, nous, on considère qu'il y a encore 50% des solutions à inventer. Beaucoup de solutions sur le plastique, c'est vrai, puisqu'aujourd'hui, on c'est l'enjeu, recycle péniblement 25%, Et ouais. entre autres à cause des enjeux de collecte. Et puis mais ces aussi fameuses beaucoup de choses à bouteilles, inventer sur les technologies. Les bouteilles, c'est ce qu'il y a de mieux encore. Hein. Les bouteilles, On est à c'est ce qui se 50%, recycle plus mieux. 50%, je crois. Oui, enfin, c'est compliqué parce qu'elles ne sont pas toutes les mêmes molécules, si j'ai bien lu. Elles ne sont pas composées des mêmes molécules. En général, l'enjeu préféré, c'est le pot de yaourt. Alors, C'est ça. Le pot de yaourt, ça, c'est vraiment le débat de l'année, effectivement. Il faudrait le Un pot de laver yaourt pour le recycler. en polystyrène, aujourd'hui, on ne sait pas bien le recycler. Et on ne sait pas bien le collecter parce qu'en fait, il y en a dans tous les foyers, mais pas beaucoup par foyer. Donc, on est sur des choses très disséminées. Et c'est ce qui fait tout l'enjeu du recyclage. Maintenant, c'est quand même une opportunité avant tout. Nous, on considère que 50% des solutions à inventer, c'est beaucoup de progrès technologiques et beaucoup d'emplois à inventer, nouvelles compétences, nouvelles ambitions, beaucoup d'engagement pour les jeunes demain. Nous travaillons sur le pot de yaourt biocompostable avec le numéro 1 français des plaques de yaourt. Ça veut dire polystyrène. Il sait très bien qu'il n'a pas d'avenir en polystyrène. Donc il faut bien qu'il trouve une autre solution. Mais c'est-à-dire que malgré, excusez-moi d'être concret, puisqu'on mange tous des yaourts, je crois, il faudra le laver ou pas avant? Parce que l'enjeu, c'est ça, hein, il reste des détritus. Non, mais c'est lavé industriellement. Industriellement, donc c'est envoyé, lavé, et ensuite ça se... Non, mais je sais, c'est des détails pratiques qui font que ça bloque pour ces raisons. On me pose souvent la question. Vous voyez, une des difficultés... Bah oui, je le mets où? Une des difficultés de recyclage, c'est de revenir à une qualité alimentaire. Oui, quelque chose dans lequel vous allez remettre des aliments et remettre à la consommation. Bon, on n'a qu'à faire des pots en verre. Industriel. Faisons des pots en verre. C'est le meilleur produit recyclable puisqu'il vit... Oh là là, non, oh là là, j'ai dit une bêtise. Pourquoi vous levez les yeux au ciel? On m'a toujours dit que le verre, c'est formidable. On pouvait le recycler à l'infini. Le verre, c'est formidable quand on le garde. Le verre, c'est très lourd et ça consomme beaucoup d'eau et d'énergie. Absolument. Et l'énergie surtout, et le transport et tout ça, vous avez un cycle de vie qui est... Je savais que j'allais être challengé sur le verre. Aussi. Le papier est considéré comme, par rapport au bioplastique, considéré comme un produit merveilleux, parce que c'est un vieux produit, il est couleur marron, etc. Quand on fait le cycle de vie, premièrement, en utilisation, il ne tient pas à l'humidité. Deuxièmement, il ne se ferme pas. Donc, si vous mettez vos déchets là-dedans, c'est un peu dangereux. Ça fuit. C'est un très bon produit pour des tas d'autres choses, hein, mais... Evelyne Barbero, un mot, parce que vous n'êtes pas allé au bout de l'histoire. Une fois qu'on a inversé la voiture et qu'on l'a désossée, on va retirer pièce à pièce. Elles vont être rangées, stockées, détruites. Expédiées, puisqu'on vend sur le marché français, voire étranger. Donc, site internet, et je peux trouver la pièce parfaite chez GPA, le petit boulon qui va bien, de la voiture qui ne se fait plus parfois chez le constructeur. Et puis, une fois qu'on a retiré l'ossature de cette voiture, qu'est-ce qu'on fait? Vous vendez l'acier, vous le fondez, comment on fait? Alors nous, on travaille avec des entreprises qui viennent donc sur le site de GPA pour récupérer et les carcasses. Nous, on vend la matière en fait. Hein. On ne la traite pas nous-mêmes, on la vend. On a un taux aujourd'hui de recyclage et de valorisation des VHU de 99,7%. La loi impose sur un véhicule global avec la valorisation des matières. La loi impose 95. Pour nous, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on travaille sur ces sujets. Voilà, on essaye de faire notre métier du mieux que l'on peut. Juste quelques détails. Oui, je suis aussi pointu que sur le pot de yaourt pour essayer de comprendre si le verre est meilleur. Mais on a de l'électronique dans une voiture. On a du plastique, différentes sortes de plastique. Vous le saviez mieux que moi. Des métaux à gogo. Des métaux. Comment on fait là? Après nous, donc on retire donc les pièces que l'on peut revendre sur le marché. On retire également certaines pièces que l'on vend pour des reconditionneurs, pour l'échange standard. Et ensuite, les véhicules donc passent directement, on enlève tout ce que l'on peut retirer. Et ensuite, le véhicule donc passe au broyeur qui lui-même fait un autre tri, en fait. Voilà. Donc en fait, il en reste encore un peu quand elle passe au broyeur. C'est cela. Oui, nous, on retire à notre niveau ce que l'on peut récupérer ou valoriser. Il faut savoir qu'un véhicule qui rentre également, on a une obligation donc de dépolluer le véhicule. Tous les fluides, que ce soit les huiles, le lave-glace, le liquide de refroidissement, partent dans des cuves spécifiques. Oui. Et là, on paie des entreprises qui viennent récupérer ces fluides. Ça, c'est un enjeu, je m'autorise, parce que ça aussi, c'est un enjeu d'engagement pour tous les citoyens qui vont en déchetterie. Les enjeux des fluides, parce que c'est un vrai sujet. Avec les pots de peinture, parfois on vous dit non, ça ne reprend pas, ça on prend.
Comment ça se passe ça aussi, c'est un enjeu d'engagement fort pour dire aux citoyens, il y a des sites Veolia, puisqu'ils existent partout en France, pour aller déposer ces fluides. Parce que sinon, on ouvre le bouchon, puis on fait tomber l'huile et ça tombe dans la nappe phréatique. Enfin, c'est ça l'enjeu. Hein. Oui, un des enjeux majeurs, c'est bien l'information du consommateur. C'est-à-dire pas seulement sur ce qu'il va consommer, mais bien sur ce qu'il en fait une fois qu'il l'a consommé. Et là, il y a beaucoup de travaux. C'est d'ailleurs le premier article de la loi anti-gaspillage et économie circulaire. C'est comment j'informe le consommateur avec l'apparition d'un infotri beaucoup plus détaillé qu'avant. C'est-à-dire avant, vous mettiez vos lunettes et vous regardiez à peu près où vous deviez savoir où je mets mon pot de peinture concrètement. Voilà, là, l'infotri se développe pour être plus lisible, plus clair, plus spécifique. Il y a quand même le passé, hein, parce que lorsqu'on rachète une usine, une vieille usine, parce qu'on rachète une Vous avez combien d'usines d'ailleurs, John Persanda 12, 16. 16, oui. Dont 8 en France. Et le problème qu'il y a, c'est que les sols, si vous êtes dans une usine qui a appartenu à Total, par exemple, alors là, laissez-moi vous dire, vous trouvez des trucs en dessous. Il n'y a pas d'obligation pour l'entreprise bien sûr. Mais donc oui, mais ça retarde tout démarrage, il faut tout dépolluer. Non, je veux dire, c'est pas l'obligation de celui qui vend d'avoir à la vente un territoire... Non. Je suis pas sûr que la loi ne le dise pas. Il annonce la couleur. Ah, il vous dit oui, vous achetez c'est pollué et je suis dans l'obligation de dépolluer. D'accord, donc il vous fait baisser le prix si c'est vous qui prenez à votre charge la dépollution. Je préfère que ce soit lui qui prenne la charge. On est d'accord, voilà. on est d'accord. Mais ça, c'est un problème. Juste d'un mot de génération, puisqu'on parlait tout à l'heure de votre père, qui finalement était précurseur sans trop le savoir. Dans votre histoire de chef d'entreprise, de décideur, vous aussi, vous avez fait votre révolution sur vous-même. Oui, un jour, je me suis dit... je ne sais pas, c'est peut-être mes petits-enfants, c'est peut-être les tout petits qui m'ont dit que la planète, c'est plus important que la dernière ligne du chiffre d'affaires, la dernière ligne de résultats. Et je ne sais pas, mais un jour, je me suis dit quand même, on est en train de consommer pour consommer pour consommer. On fabrique des produits pour faciliter la vie de nos clients. Et on jette, on y va. Et je me suis dit, peut-être il y a autre chose. Et puis, là, je me suis dit, il faut vraiment changer de cap, sinon on va devenir une vieille société. Et j'ai des confrères qui n'ont pas fait ça. J'ai un confrère qui est une superbe société et qui me dit, j'ai loupé le coche, je ne me suis pas rendu compte, ça allait aussi vite que ça. C'est un virage à prendre quand même, il ne fallait pas le manquer ce virage. Hein. Alors on l'a pris peut-être un petit peu trop tôt, nous, en 2005, puisque en 2005, vous étiez très en avance. Tout le monde s'en moquait. Hein. Même vos collaborateurs, vous me disiez au départ. Même collaborateurs. Alors. Ils vous disaient, mais qu'est-ce que c'est ? Juste d'un mot, parce que pour terminer l'émission, j'aimerais savoir comment se vit tout cela à l'intérieur d'une entreprise, la vôtre, parce que je ne l'ai pas dit, mais vous avez quand même fait plus 15 par rapport à 2019 pendant la période Covid. C'est-à-dire qu'on vous amenait toujours des voitures, les gens voulaient toujours avoir une pièce détachée pour aller bosser. Alors bien sûr. C'est ça l'histoire. Nous, on collecte toujours, de la voiture. Ce qu'on essaye de faire, c'est de prélever vraiment les pièces qu'on nous demande. On a plus de demandes que d'offres. C'est ça. Nous sommes en pénurie la plupart du temps. Les pièces qui se vendent, aujourd'hui, souvent, ils vous disent quoi, vos collaborateurs ? Donc 200 collaborateurs, peut-être que vous allez embaucher, j'imagine, dans les mois qui viennent. Certainement. Vous êtes sur une ligne, une dynamique. L'engagement de vos collaborateurs qui se disent, je suis chez GPA, d'abord, vous avez reçu 2 prix. Tout ça, ça compte. On se dit, tiens, ma boîte est récompensée. Et puis l'engagement par rapport à vos choix, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils sont très fiers, d'une part, parce que déjà, ils sont en quête de sens également. On a recruté pas mal de collaborateurs qui arrivaient de grands groupes, qui avaient un peu du mal, peut-être, dans une deuxième vie, à s'y retrouver. Aujourd'hui, ils cherchaient du sens. Ils cherchaient du sens. Intégrer une entreprise familiale à taille humaine, avec, effectivement, dans le recyclage. À taille humaine, ça c'est important. À taille humaine, voilà. On fait beaucoup pour nos collaborateurs, puisqu'en fait, on investit tout dans l'entreprise. Donc, on donne notre entreprise aujourd'hui, on s'est dit, l'idée, c'est l'engagement, c'est pas seulement rendre des comptes aux actionnaires, mais aussi rendre des comptes, s'engager auprès de tout l'écosystème, c'est-à-dire les collaborateurs, le territoire et tout ça. On l'entend même par le photovoltaïque, le fait d'apporter de l'électricité verte. Voilà, on s'engage dans BioVallée aussi, dans tout un tas de choses. Et je crois que les collaborateurs, en fait, ils y sont sensibles, parce qu'en fait, c'est pas seulement écrit ou dit, c'est incarné. C'est ça. Sphère, Veolia, Sphère, parce qu'il y a un enjeu de création de métiers, de nouveaux métiers, puis il y a aussi, il faut le dire, une réalité dans le recyclage. Ça se fait beaucoup avec des machines, mais il y a aussi des humains. Il faut des hommes. Moi, je vais vous dire l'exemple que nous avons eu pendant le Covid. Comment ça se passe chez vous ? Pendant le Covid, par exemple, nous avons perdu tous nos marchés, restaurants, hôtels, cafés. Et l'AP de Paris nous téléphone. La PHP ?
Oui. L'hôpital de Dieppe, l'hôpital de Béthune, etc. Nous n'avons, l'hôpital de Lille, nous n'avons pas de surblouses. Est-ce que vous pouvez, avec vos équipements, nous fabriquer des surblouses? En 4 jours, on a modifié notre équipement, nous avons fabriqué 30 millions de surblouses. Les bleus, celles qui... Oui, vendues à prix coûtant. Et alors... Toutes les équipes se sont... C'est parti en Corse par avion, c'est parti dans les Antilles par avion aussi. Et ce qui s'est passé, c'est que le Covid, on l'a pas connu. Dans les usines, les gens se sont protégés à mort. De manière, ils étaient au front. Ils se sentaient dans les hôpitaux, en train de bosser. Samedi, on a travaillé le 1er mai avec l'autorisation du préfet, le lundi de Pâques, on a travaillé non-stop. Et vous, ça fait quoi en tant que patron d'une grande entreprise? Vous voyez vos collaborateurs engagés comme ça? Je suis fier. Ben ouais, je suis fier et ils sont fiers de faire partie de ce groupe-là. Et je veux dire, la plus grande fierté qu'on a eue, c'est celui qui coordonnait ça. C'était notre directeur général de Jetsac qui est près de Béthune, qui me dit, je reçois une lettre du préfet me disant, le ministre de l'Industrie m'a nommé chevalier de l'Ordre du Mérite pour ce que nous avons fait. Et il me dit, mais j'ai rien demandé, moi. Alors, quand je lui ai remis ça, il en pleurait, quoi. Mais je trouve que c'est très beau. La ministre d'ailleurs, Madame Pannier-Runacher, c'était... Non, c'était... Non, c'était le ministre... Bruno Le Maire. Oui, Bruno Le Maire. D'accord, oui, qui est en charge de l'industrie, entre autres. D'accord. Et donc, ça, c'est quelque chose qui unit. Anne Le Guenec, l'engagement des collaborateurs sur des enjeux écologiques, mais je le redis, qui sont quand même des métiers parfois difficiles. Il faut les accompagner, ces collaborateurs. On a vécu un peu la même chose pendant le Covid, c'est-à-dire que nos équipiers de collecte étaient en première ligne ils ont été salués d'ailleurs tous les soirs avec les médecins. Ça a été pour eux aussi une grande fierté, pour nous bien sûr avec eux. Mais au-delà de ça, au quotidien, aujourd'hui, nos équipes sont conscientes de leur utilité sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Elles sont extrêmement engagées, elles sont en train de changer le monde. Elles sont vraiment en train d'accompagner un changement profond. On parlait tout à l'heure d'énergie. Aujourd'hui, on est en train de changer la façon d'alimenter en énergie des sites stratégiques en France. On a récemment annoncé notre partenariat avec Solvay, du monde de la pétrochimie, qui a fermé sa centrale à charbon, remplacé cette centrale à charbon par une chaufferie CSR, donc c'est du déchet qui ne peut pas être valorisé en matière. Elle économise 50% de ses émissions de CO2. Et puis surtout, elle a une résilience aujourd'hui, puisque son comburant vient du grand quart nord-est de la France, donc, et à partir de déchets, donc elle en aura toujours, quelle que soit la crise. Oui, bien sûr, c'est important. Elles sont toutes nos usines en panneaux solaires, nous. Mais vous aussi. Ouais. Là, vous êtes parti avant ce faire, si j'ai bien compris. Les panneaux solaires, vous avez démarré il y a combien de temps? Là, donc, les travaux sont finis. Ah, d'accord. Donc vous êtes... OK. J'ai 300 000 mètres carrés. Vous avez 300 000 mètres carrés. Ils ont 200 salariés, je tiens à vous le dire. Et les assurances ne veulent pas qu'on le mette sur les toits. Oui, c'est-à-dire c'est un vrai sujet d'enjeu politique. Problème, merci à vous trois. Merci Evelyne Barbero, directrice générale. Il y a écrit directeur général sur ma fiche. Vous êtes directrice générale du groupe GPA, entreprise familiale, on l'aura compris. En plein développement, 200 collaborateurs et ces 2 prix. Autre fait à la cérémonie des héros organisée par Entreprises du Futur, avec Bismart bien entendu, prix spécial du jury et prix engagement. Merci Anne Le Guenec, directrice générale France, Veolia, recyclage et valorisation des déchets. Puis je remercie John Persanda qui va nous quitter pour un conseil d'administration PDG du groupe Sphère qui a changé de modèle. Peut-être quand vous porterez ces sacs, vous penserez au groupe Sphère. Je ne sais pas si c'est écrit dessus, je ne sais pas. C'est pas écrit dessus, j'imagine? Non. Il ne s'est pas écrit dessus, donc vous ne le saurez pas. Merci à vous, merci de votre fidélité et à très bientôt.